Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du cours de droit des personnes, également appelé droit civil des personnes dans certaines universités. Alors le droit des personnes c'est une matière fondamentale qui est étudiée en première année de droit, soit au premier semestre dans certaines universités, soit au second semestre dans d'autres universités. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va synthétiser le cours de droit des personnes. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de résumer le cours de droit des personnes de manière très synthétique, afin que vous ayez vraiment une bonne vision globale, une bonne vision d'ensemble de la matière. Et vous verrez que ça vous sera très utile pour réussir vos examens. Et donc sans plus attendre, c'est parti, on commence la vidéo. Alors ce qu'on étudie en premier lieu dans le cours de droit des personnes, c'est ce qu'on appelle la summa divisio entre les personnes et les choses, la distinction entre les personnes et les choses. Pourquoi est-ce qu'on étudie cette distinction entre les personnes et les choses? Eh bien parce que le droit des personnes, comme vous l'avez compris, c'est le droit qui s'intéresse aux personnes. Et donc, il nous faut bien comprendre cette notion de personne et en quoi elle se distingue de la notion de chose. Alors donc, le droit privé opère un partage du monde entre deux grandes catégories, d'un côté les personnes et de l'autre côté les choses. On parle donc de summa divisio entre les personnes et les choses. Summa divisio, ça signifie division la plus élevée. Donc la summa divisio entre les personnes et les choses, c'est la distinction la plus élevée, c'est la distinction la plus fondamentale du droit privé. Et donc, que sont les personnes, que sont les choses? Les personnes, ce sont les êtres qui sont dotés de la personnalité juridique, c'est-à-dire de l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Et ça signifie quoi être titulaire de droits et d'obligations? Ça signifie concrètement que les personnes peuvent conclure des contrats en leur nom. Contrats par lesquels elles vont se rendre débitrices d'obligations et par lesquels elles vont également acquérir des droits. Puisqu'elles ont la personnalité juridique, les personnes peuvent également avoir un patrimoine. Elles peuvent être titulaires de droits de propriété sur des biens immobiliers ou des biens mobiliers. Et puisqu'elles ont la personnalité juridique, les personnes peuvent aussi, par exemple, agir en justice afin de défendre leurs intérêts. Et, à l'inverse des personnes, les choses n'ont pas la personnalité juridique. Les choses ne peuvent pas être titulaires de droits et d'obligations. Donc retenez bien ça. Ce qui va distinguer les personnes et les choses, c'est que les personnes sont dotées de la personnalité juridique, tandis que les choses n'en sont pas dotées. Que sont les choses? Eh bien les choses sont diverses et variées. Une chose, ça va être par exemple une table, ça va être par exemple une voiture, une maison, un appartement, un ordinateur, etc., etc. Et en ce qui concerne les personnes, on distingue entre, d'une part, les personnes physiques. Que sont les personnes physiques? Ça va être les individus, les êtres humains faits de chair et d'os. Vous, par exemple, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes une personne physique. Et puis, au sein de la catégorie des personnes, on va aussi avoir ce qu'on appelle les personnes morales. Les personnes morales qui ne sont pas des êtres humains, qui ne sont pas des individus, les personnes morales, ce sont des groupements d'individus réunis pour un intérêt commun, réunis pour accomplir quelque chose en commun. Ça va être par exemple les sociétés, les associations ou encore les syndicats. Et donc, le droit des personnes, finalement, c'est l'ensemble des règles juridiques qui sont relatives d'une part aux personnes physiques et d'autre part aux personnes morales. Et donc, dans le cours de droit des personnes, on va étudier d'abord les règles relatives aux personnes physiques et ensuite les règles relatives aux personnes morales. Et concernant les règles relatives aux personnes physiques, on commence par étudier la personnalité juridique des personnes physiques. On l'a dit, la personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Mais maintenant qu'on a dit ça, il faut savoir à quel moment est-ce qu'elle commence, cette personnalité juridique. Et également, à quel moment est-ce qu'elle prend fin. En ce qui concerne l'acquisition de la personnalité juridique, il faut savoir que la personnalité juridique s'acquiert à la naissance, à condition que l'enfant naisse vivant et viable. Viable, ça signifie physiologiquement apte à vivre, avec les organes nécessaires et suffisamment constitués
pour que l'enfant puisse vivre. Et donc, la personnalité juridique s'acquiert par la naissance à condition de naître vivant et viable. En conséquence, l'enfant à naître, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas encore né, donc l'embryon ou le fœtus, qui est encore dans le ventre de sa mère, eh bien cet enfant à naître, il n'a pas la personnalité juridique, puisqu'il n'est pas encore né. Et donc en conséquence, en théorie, il ne peut pas être titulaire de droit. Mais il y a une limite à ce principe d'absence de la personnalité juridique pour l'enfant à naître. Cette limite, c'est la théorie de l'infans conceptus. En vertu de cette théorie de l'infans conceptus, on considère que l'enfant à naître est né chaque fois que cela est dans son intérêt. Je répète, on considère que l'enfant à naître est né chaque fois que cela est dans son intérêt. Et ça lui permet de bénéficier de certains droits comme s'il avait la personnalité juridique. Et oui, puisqu'on va faire comme si l'enfant à naître était né. On va faire comme si l'enfant à naître avait la personnalité juridique afin de lui permettre d'acquérir certains droits. Et par exemple, la règle de l'infans conceptus permet à l'enfant à naître de recueillir une succession. Donc l'enfant qui n'est pas encore né, l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, va pouvoir recueillir une succession alors même qu'il n'est pas encore né, alors même qu'il n'a pas réellement la personnalité juridique, parce qu'on va considérer, en vertu de cette théorie de l'infans conceptus, on va considérer qu'il est né, on va faire comme s'il avait la personnalité juridique, parce que c'est dans son intérêt de recueillir, de bénéficier de cette succession. Voilà donc concernant l'acquisition de la personnalité juridique. En ce qui concerne maintenant la fin de la personnalité juridique, eh bien la personnalité juridique, elle prend fin à la mort de la personne, puisqu'effectivement, la mort transforme la personne en un cadavre, et le cadavre appartient à la catégorie des choses. La plupart du temps, la mort, c'est un état de fait qui est facile à constater. On a un cadavre en face de nous et on peut donc facilement constater que la personne est décédée. En revanche, il existe des cas où il n'y a pas de cadavre et donc on ne sait pas si la personne est en vie ou décédée. Ces cas, ce sont l'absence et la disparition. L'absence et la disparition. Dans ces deux situations, il y a des règles particulières qui vont s'appliquer, notamment concernant le maintien ou non de la personnalité juridique de la personne. Vous étudierez ces règles en détail dans le cours de droit des personnes. Ensuite, après la personnalité juridique, on s'intéresse à ce qu'on appelle les éléments d'identification de la personne. Il faut bien comprendre que pour des raisons d'ordre public, les personnes doivent être identifiables. Et l'état des personnes, qui est l'ensemble des éléments qui concourent à identifier et à individualiser chaque personne dans la société, va donc comprendre différents éléments afin de pouvoir identifier et de pouvoir distinguer les personnes au sein de la société. Dans cet état des personnes, on va avoir notamment le nom de famille, le prénom, le domicile et le sexe, masculin ou féminin. Et donc ainsi, chaque personne se voit attribuer un nom de famille, un prénom, un domicile et un sexe, afin de pouvoir la distinguer des autres personnes dans la société. Et donc, dans le cours de droit des personnes, vous étudierez en détail chacun de ces différents éléments qui composent l'état des personnes. En ce qui concerne le nom de famille, vous apprendrez en particulier que le nom de famille résulte en principe d'un rapport de filiation, qui diffère selon que l'enfant est né dans le cadre du mariage, hors du cadre du mariage, ou que sa filiation résulte d'une adoption. Ainsi, si l'enfant naît de parents mariés, les parents ils peuvent choisir de donner à l'enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, ou bien les deux noms accolés. Mais si l'enfant naît en dehors du mariage, ou si sa filiation résulte d'une adoption, les règles sont différentes. Et puis également, concernant le nom de famille, vous apprendrez que le nom est immuable. On dit que le nom est
immuable. Ça signifie qu'une personne ne peut en principe acquérir un nom différent de celui qui figure dans son acte de naissance. Toutefois, il est possible de changer de nom dans différentes hypothèses et vous étudierez ça dans le cours de droit des personnes. En ce qui concerne le prénom, ce qu'il faut savoir, c'est que le prénom est choisi librement par les parents. Il y a une liberté de choix du prénom par les parents, mais ce choix doit s'effectuer, très important, dans le respect de l'intérêt de l'enfant. En ce qui concerne le domicile, donc le domicile, c'est le lieu de l'établissement principal d'une personne, en vertu de l'article 102 du Code civil. Et le domicile, il est gouverné par deux principes. D'abord, un principe de nécessité, selon lequel toute personne doit avoir un domicile, et ensuite un principe d'unicité, selon lequel toute personne n'a qu'un seul domicile. Et puis ensuite, concernant le sexe, eh bien, ce que vous étudierez notamment, ça va être tout ce qui concerne le changement de sexe à l'état civil, puisqu'effectivement, il est possible de changer de sexe à l'état civil sous certaines conditions, c'est le cas des personnes transgenres, et donc, dans le cours de droit des personnes, on étudie tout ça. Ensuite, après les éléments d'identification de la personne, on s'intéresse à ce qu'on appelle les droits de la personnalité. Que sont les droits de la personnalité? Ce sont les droits inhérents à la personne humaine qui appartiennent de droit à toute personne physique pour la protection de ses intérêts primordiaux. Alors aujourd'hui, il existe une multitude de droits de la personnalité. Dans le cours de droit des personnes, on étudie particulièrement d'abord le droit au respect de la vie privée, qui permet de sanctionner toute atteinte à la vie privée d'une personne, c'est-à-dire toute immixtion dans la vie privée d'une personne sans son autorisation. Le droit au respect de la vie privée, c'est une notion qui est très large, qui comporte de nombreuses déclinaisons, et donc ainsi, la protection qui est conférée par le droit au respect de la vie privée, elle englobe, entre autres, le domicile, l'orientation sexuelle, la vie sentimentale, la santé, ou encore, par exemple, la religion. Et donc, vous étudierez ces différents aspects du droit au respect de la vie privée dans le cours de droit des personnes. Et puis également, il y a un autre droit de la personnalité qui est particulièrement étudié dans le cours de droit des personnes, ça va être le droit à l'image. Le droit à l'image, qui est le droit dont dispose toute personne de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement. Ça peut être par exemple une photographie dans un magazine, une vidéo sur un site internet, etc., etc. Mais donc, toute personne a le droit de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement. Chaque personne a un monopole sur son image et donc une autorisation est indispensable pour qu'un tiers l'utilise. Ensuite, partie suivante, elle va concerner les mineurs. Et puis ensuite, on aura une autre partie qui va concerner ce qu'on appelle les majeurs protégés. Mais donc, ces deux parties, les mineurs et les majeurs protégés, ça concerne ce qu'on appelle les incapacités. Que sont les incapacités? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'une personne puisse agir juridiquement, pour qu'une personne puisse agir sur la scène juridique, la personnalité juridique n'est pas suffisante. La personne doit également avoir la capacité juridique. La capacité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droits et à les exercer soi-même. Et donc ainsi, la capacité juridique, elle se distingue de la personnalité juridique, puisqu'elle comporte un aspect supplémentaire, qui est l'aptitude à exercer les droits dont on est titulaire. Qu'est-ce que ça signifie exercer un droit? Exercer un droit, ça signifie agir juridiquement, ça signifie concrètement faire des actes juridiques afin de mettre en œuvre, de modifier, de transmettre ou d'éteindre ce droit. Par exemple, exercer un droit de propriété sur un appartement, ça signifie louer l'appartement à un locataire, ou bien le vendre, ou bien l'hypothéquer pour garantir un prêt, par exemple. Et si vous avez la capacité juridique, vous pouvez accomplir ces actes seuls.
Mais si vous n'avez pas la capacité juridique, vous ne pouvez pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le principe, c'est que toute personne physique a la capacité juridique. En principe, toute personne physique a la capacité juridique. Mais il existe des personnes qui sont frappées d'incapacité, c'est-à-dire des personnes à qui on ne reconnaît pas la capacité juridique. Ces personnes, ce sont les majeurs protégés, on en reparlera juste après, et également les mineurs, sauf s'ils sont émancipés. Et donc ainsi, puisque le mineur non émancipé n'a pas la capacité juridique, eh bien, il ne peut pas exercer lui-même ses droits. Et donc, quelle solution on utilise ? On utilise la solution de la représentation. Le mineur va devoir être représenté par ses parents qui vont conclure des actes juridiques en son nom et pour son compte, qui vont exercer ses droits à sa place. À noter que si les parents du mineur sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale, eh bien dans ce cas, le mineur est représenté par un tuteur. Et donc par exemple, un mineur, puisqu'il a la personnalité juridique, il peut être propriétaire d'un appartement. Il peut être titulaire d'un droit de propriété sur un appartement. En revanche, ce mineur, il n'a pas la capacité de vendre cet appartement, puisqu'il n'a pas la capacité juridique. Et donc, pour réaliser cette opération, il devra être représenté par ses parents, ou son tuteur, qui agiront en son nom et pour son compte. On passe maintenant aux majeurs protégés. Donc, que sont les majeurs protégés ? Ce sont des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. On peut penser par exemple à une grand-mère qui sera atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais donc, concernant ces personnes, eh bien, afin de protéger leurs intérêts, puisque ce sont des personnes vulnérables, ces personnes peuvent bénéficier de mesures de protection judiciaire qui vont être ordonnées par le juge des tutelles. Il existe 3 mesures de protection judiciaire. On a d'abord la sauvegarde de justice, on a ensuite la curatelle, qui ne peut être prononcée que si la sauvegarde de justice ne peut pas assurer une protection suffisante, et on a enfin la tutelle. La tutelle, qui est le régime de protection le plus fort, le plus contraignant, et qui ne peut être prononcée que si ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. Alors, la sauvegarde de justice, c'est un régime de protection qui est temporaire, puisqu'elle est limitée à 1 an, renouvelable une fois. Et la sauvegarde de justice, en principe, elle n'altère pas la capacité juridique de celui qui y est soumis. Elle se borne à lui assurer une protection minimale, dans l'attente, le cas échéant, de l'organisation d'un régime de protection plus contraignant, qui va être la curatelle ou la tutelle. En ce qui concerne la curatelle, très très important à savoir et à comprendre, c'est que la curatelle, elle prévoit non pas la représentation, comme pour le cas du mineur, mais la curatelle, elle prévoit l'assistance de la personne pour les actes les plus importants, c'est-à-dire les actes de disposition. Donc retenez bien, la curatelle prévoit l'assistance du majeur pour les actes les plus importants, c'est-à-dire concrètement les actes de disposition. Qu'est-ce que ça signifie l'assistance ? L'assistance, ça signifie que le majeur accomplit lui-même l'acte juridique, contrairement à ce qui se passe dans le cas de la représentation, où une autre personne va accomplir l'acte juridique à sa place. Donc dans l'assistance, le majeur accomplit lui-même l'acte juridique. Mais simplement, pour que l'acte soit valable, il faut qu'une autre personne, qu'on appelle le curateur, donne son accord. Donc il faut l'accord du curateur. Et donc ainsi, le majeur sous curatelle, il peut accomplir seul
les actes conservatoires et les actes d'administration, mais il ne peut accomplir un acte de disposition sans l'assistance du curateur. Donc, par exemple, s'il est propriétaire d'un appartement, eh bien, il pourra seul effectuer des réparations, ce qui est un acte conservatoire. Il pourra également seul effectuer des travaux d'entretien ou bien mettre l'appartement en location, ce qui sont des actes d'administration, mais il ne pourra pas vendre l'appartement, ce qui est un acte de disposition, sans l'assistance du curateur. Pour vendre l'appartement, pour réaliser cet acte de disposition, il devra être assisté du curateur. Il devra avoir l'accord du curateur. Et puis, donc, concernant la tutelle, eh bien, la tutelle, elle prévoit, non pas l'assistance, mais elle prévoit la représentation du majeur. Et ce, pour tous les actes. Donc, la curatelle prévoit l'assistance du majeur pour les actes les plus importants, tandis que la tutelle prévoit la représentation du majeur pour tous les actes. Et donc, concrètement, une autre personne, qu'on appelle le tuteur, va accomplir les actes juridiques au nom et pour le compte du majeur. Va exercer les droits du majeur sous tutelle à sa place. Par exemple, un majeur sous tutelle qui serait propriétaire d'un appartement ne pourrait pas procéder à la vente de cet appartement. C'est son tuteur qui devra signer le contrat de vente au nom et pour le compte du majeur sous tutelle. Donc finalement, la tutelle, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe pour le mineur. Dans les deux cas, on utilise la solution de la représentation. Et puis enfin, à côté de ces mesures de protection judiciaire, il y a également une mesure de protection conventionnelle qui s'appelle le mandat de protection future. Le mandat de protection future, c'est un contrat par lequel une personne qu'on appelle le mandant désigne à l'avance une autre personne qu'on appelle le mandataire pour gérer son patrimoine le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts. Donc finalement, c'est une mesure par laquelle la personne va organiser à l'avance sa protection. Et le mandat de protection future, il prend effet lorsqu'il est médicalement établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts à la suite d'une altération de ses facultés. Voilà donc pour les différentes mesures de protection. Bien entendu, vous les étudierez plus en détail dans le cours de droit des personnes. Ensuite, donc on l'a dit, dans le cours de droit des personnes, on étudie d'abord les règles relatives aux personnes physiques et puis ensuite on étudie les règles relatives aux personnes morales. Comme expliqué précédemment, les personnes morales, ce sont des groupements d'individus réunis pour un intérêt commun, réunis pour accomplir quelque chose en commun. Et contrairement à la personne physique qui est homogène, il existe plusieurs types de personnes morales. Il y a ainsi des personnes morales de droit privé, donc ça va être les sociétés, les associations, les syndicats, etc., etc. Et il y a également des personnes morales de droit public. Les personnes morales de droit public, ça va être l'État, les collectivités locales, donc régions, départements, communes, et les établissements publics. Par exemple, les universités, les hôpitaux, la SNCF, France Travail, etc., etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même manière que pour les personnes physiques, les personnes morales ont la personnalité juridique. Et elles peuvent donc être titulaires de droits et d'obligations. Donc ainsi, tout comme les personnes physiques, les personnes morales peuvent avoir un patrimoine, peuvent conclure des contrats avec des tiers, ou encore agir en justice pour défendre leurs intérêts. Et concernant cette personnalité juridique des personnes morales, il faut savoir que l'acquisition de la personnalité juridique dépend du type de personne morale. En ce qui concerne les sociétés,
elles acquièrent la personnalité juridique à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les associations, quant à elles, acquièrent la personnalité juridique à compter de leur déclaration en préfecture. Et les syndicats, eux, acquièrent la personnalité juridique à compter de leur déclaration à la mairie. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment réviser efficacement le droit des personnes, eh bien je vous recommande fortement de vous procurer mon pack de fiches en droit des personnes, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit des personnes. Avec ce pack de fiches, vous allez donc pouvoir réviser efficacement le droit des personnes, vous allez également pouvoir mieux comprendre la matière, et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais vous voulez regarder d'autres vidéos de droit des personnes, je vous mets à l'écran ma playlist en droit des personnes, qui comprend différentes vidéos sur les différentes notions du cours de droit des personnes. Vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran si ça vous intéresse. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.